OK. Bon, j'espère que ça va marcher, hein. OK. Donc j'essaierai pour ceux qui sont pas là de mettre je ferai un truc que je mettrai sur, je sais pas, je verrai sur YouTube ou je sais pas quoi, ou, je donnerai un lien pour qu'ils puissent visionner, ce qu'on est en train de faire ici. Bien. Donc alors on va commencer la réunion. Donc je vais vous expliquer d'abord un petit peu, comment ça va se passer, je dirais, au niveau du M2 PIA avec ce qu'on appelle le parcours SIM, d'accord? Donc ça, c'est pareil, hein, vous avez vu qu'il y a un site. N'hésitez pas à vous intéresser. Donc, pour que ça soit clair aussi dans votre tête, que vous allez vous retrouver avec d'autres étudiants à un moment, j'essaie de vous présenter ce qu'on appelle le M2 PIA, qui est en fait pas un M2, mais qui est en fait 3 M2. Sur le site Paris-Saclay, vous allez voir qu'il y avait 3 M2 PIA. Et donc, le M2 PIA, en général, sans les extensions, en fait, ils sont cohabilités, quel que soit le M2 PIA, ce qu'on appelle cohabilité s'il est reconnu par 3 établissements. C'est-à-dire que les enseignants que vous allez avoir vont pouvoir provenir de différentes structures de l'université. Donc, l'Université Paris-Saclay, et l'Université Paris-Saclay, c'est encore une entité qui existe, mais qui n'englobe pas encore les 2 écoles qui se présentent ici, c'est-à-dire Centrale Supélec, qui a encore son conseil d'administration et qui est indépendante, mais qui fait aussi partie de Paris-Saclay, oui, c'est l'ambiguïté, hein. Ils sont officiellement partie prenante de Paris-Saclay, mais ils sont quand même considérés comme entité indépendante. Et puis, vous avez le NACI, Paris-Saclay. Vos inscriptions, vous, PIA SIM, votre établissement, ce qu'on appelle référent, votre inscription, le secrétariat, etc., d'accord, c'est le NACI. Ici. Donc, on appelle ça les établissements composants. Ça, et donc, vous avez donc 3 et 2 PIA. Donc, le un qui dépend, alors vous allez avoir un diplôme de master, vous allez obtenir un diplôme. C'est un master. Le master, l'État français a décidé de donner un nombre de noms limité. Pas autant de possibilités que vous n'avez pas le droit de nous mettre un master en véhicule électrique. Ça n'existe pas. D'accord? Donc il y a une nomenclature et on a un master qui s'appelle énergie, Paris-Saclay, un master E3A et un master physique. Bon, ça a été choisi de façon arbitraire, d'accord, de façon à ce que les gens qui vont en master énergie sont plutôt issus d'un M1 énergie pour ceux qui viennent de Paris-Saclay. Les gens qui viennent ici, qui viennent de l'université en M1 étaient en E3A. Et puis, ceux qui ont fait, qui sont en MT1, dernier M2, d'accord, ils viennent du master physique. Donc, pour résumer, quand vous allez être diplômé, vous allez être diplômé du master E3A. Ça, c'est juste pour vous dire que sur le diplôme, il y aura marqué. Alors, donc on s'est partagé les responsabilités, hein, parce qu'il y a pas mal de boulot à faire. 3 responsables, sachant que quand vous avez regardé le site Paris-Saclay, vous verrez que mon nom apparaît aussi sur R2ER. Mais la personne qui est vraiment à la tête de R2ER, c'est M. Benciti. C'est-à-dire que, en résumé, si vous avez des questions, M. Benciti, il est plutôt sur son page Supélec, moi aussi d'ailleurs, hein, d'accord. C'est-à-dire que si vous croisez M. Benciti et qu'il y a des questions à poser même sur SIM, d'accord, bah, vous pouvez poser la question, parce qu'il sait très bien de quoi il parle, puisqu'on travaille ensemble. Hein. Donc moi, vous avez mes coordonnées au-dessus, et puis le dernier avec lequel vous aurez très peu de contact, c'est le côté physique, d'accord. Pas du log vraiment fait en commun entre SIM et ça, c'est M. Plantevin, qui s'occupe de NTO. Donc nous, on va se concentrer aujourd'hui sur la présentation SIM, donc, qui dépend du master E3A. Alors, comment ça marche un M2? En fait, ce n'est pas simplement le M2 PIA, mais c'est les M2 qui sont comme ça, d'accord. Ça se compose de 2 semestres, des semestrialisés, hein, comme beaucoup de formations.
Donc, vous avez un semestre qu'on appelle le semestre 3. Alors, vous voyez pourquoi on a dit 3, c'est un peu bizarre, parce que vous, c'est votre premier semestre. Mais simplement, comme c'est un master, ça se fait en 4 ans, ça se fait en 2 ans, pardon. Ça se fait en 4 semestres. Normalement, vous êtes censé avoir un M1 ou un équivalent. Je vous ai recruté, sachant que vous avez un équivalent M1, puisque vous avez un ingénieur, etc. Donc, mais théoriquement, un étudiant qui sera un étudiant par Saclay aurait dû faire les 4 semestres pour obtenir son master. Vous, vous intégrez directement en semestre 3. Donc, ça s'appelle le semestre 3, qui est le semestre où il va y avoir des cours. C'est un semestre plutôt académique. Donc, je vais vous expliquer dedans, donc des UA, des unités d'enseignement, et des ECTS à récupérer, donc des crédits européens à récupérer pour obtenir suffisamment de crédits pour pouvoir valider. À la fin, je vous rappelle que dans le système européen général, il faut 60 crédits pour obtenir une année. On somme les crédits, d'accord, et quand on a 60 crédits, d'accord, on obtient son année. Alors, le semestre 4, j'ai mis filet. Alors, je vais vous expliquer après pourquoi tout ça. Puisqu'il y a une partie qui reste quand même des cours. Vous avez de l'anglais, et puis vous avez de la gestion de projet. Ces 2 matières-là, finalement, ça va être des cours aussi. Et ces cours-là, ils vont avoir lieu en semestre 3, mais ils vont compter pour le semestre 4. Pourquoi? Parce que le semestre 4, il est exclusivement réservé aux stages. Donc, vous ne pouvez pas faire des cours en plus. Certains vont partir peut-être à l'étranger, d'autres vont partir en province, etc. Donc, il n'est plus question qu'on mette des cours, d'accord, sur cette deuxième partie. Donc, ça veut dire qu'en fait, tout ce qu'il y a là, d'accord, ça glisse ici, mais c'est comptabilisé en ECTS pour le semestre 4. OK? Voilà. Alors, ce qui apparaît, c'est que vous allez démarrer et que vous avez là où on va différencier R2R. En fait, on va vous proposer finalement quelques UA qui soient un peu fléchés ou un peu coloriés, d'accord, autour de certaines thématiques. Okay, voilà. Donc, sinon, si vous voulez, c'est la même matière, même aujourd'hui, d'une certaine façon en C, et puis un petit peu en R2E. Et cette partie coloriée, on va dire, elle joue sur assez peu d'UA, vous voyez, 5. Le reste, c'est commun. Parce que j'ai un truc que je n'ai pas fait. Est-ce que je peux partager? Parce que ça, je m'enregistre ma voix, mais je n'enregistre pas mon écran. Partager l'écran. Voilà. Je ne sais pas si les deux vont tourner en même temps. Visiblement, le vidéo et ça tourne en même temps. C'est bon. Alors, on va revenir un petit peu concrètement. Je repasse en plein écran. Voilà. Alors, le tronc commun, ça se veut, vous voyez que c'est l'objectif, c'est de donner des bases dans différents domaines qui sont utiles de spécialiser après. Je vais vous décrire rapidement. Hein. Multiphysique. En multiphysique, c'est-à-dire qu'en fait, là, on vous fait un cours, si vous voulez, où on vous apprend mathématiquement comment on passe de la mécanique au génie électrique, à la thermodynamique, etc. Ça, c'est qu'en fait, ce sont des bases qui vous permettent après d'être un peu plus large que simplement le génie électrique, d'accord? C'est d'aller vers des actionneurs de type piézoélectrique, de faire des choses comme ça. Que dans vos métiers, on n'est pas concentré uniquement sur des machines électriques, des électrons de puissance, etc. D'accord? On a aussi un certain nombre de choses qui sont plus large spectre que ça. Et donc, on vous apprend, alors la thermodynamique, ça aussi pour avoir des réfrigérations, des choses comme ça. Donc, voilà. Donc, partie multiphysique. Après, vous avez évidemment un truc qui s'appelle modélisation des phénomènes physiques. Donc, ça, vous connaissez les éléments finis, hein, les codes de calcul. Hein. Quelque part, c'est fondamental aussi pour un métier d'ingénieur. Hein. Maîtriser non seulement un outil, on est tous capables de prendre un outil de le prendre en main, mais c'est de savoir ce qui se cache derrière les éléments finis, et quelles sont les limitations, quels sont les problèmes, etc. Ça, c'est un cours spécifique pour vous expliquer aussi ce qui se cache derrière ce qu'on appelle un code élément fini. Ensuite, vous avez une méthode d'optimisation.
pareil, ça fait très ingénierie. Vous savez tous que notre job en tant qu'ingénieur, c'est d'optimiser les systèmes, hein, avec les fonds de Pareto, les machins comme ça. Vous avez déjà entendu parler de ça. Vous donnez des méthodes, d'écrire les différentes méthodes d'optimisation, les règles, ce qu'il faut utiliser dans quel cas, etc. Vous avez actionneur électrique, là on rentre un peu dans du connu pour vous, en tout cas actionneur électrique. Alors là, actionneur électrique, c'est assez temps à vous amener vers le modèle de la machine électrique, et avec, qui vous amène petit à petit vers la transformée de parc, le modèle DQ de la machine, etc. Donc c'est la machine sur le plan de la partie comment on passe de la machine physique à un modèle, et du modèle pour aller dans le contrôle. Ensuite, vous avez réseau d'énergie électrique. Réseau d'énergie électrique, c'est justement ceux qui étaient en cours avant vous, qui n'avaient pas les bases pour le suivre correctement, d'accord. Donc, parler de réseau, donc production d'énergie, transport, élévation de tension, équilibrage, etc. Réseau électrique. Électronique de puissance, ça c'est pour remettre un peu aussi la niveau des puissances, donc c'est les bases, hein, c'est de commutation, des composants de puissance, des choses comme ça. Que vous ayez tous à peu près le même background, on va dire, d'accord, sur cette partie-là. Les matériaux du génie électrique, alors là, c'est un petit peu plus compliqué, c'est physique, c'est présenté autour des isolants. Vous savez, en génie électrique, on n'a pas que hein, on a aussi des isolants, et on a des matériaux qui sont qu'on appelle les semi-conducteurs. Donc, en fait, ce cours-là, il est fait par un directeur de recherche au CNRS, d'accord, qui fait du photovoltaïque. Et donc, en fait, il l'oriente un petit peu très, très bien physique du matériau. Pour vous expliquer ce que c'est qu'un isolant, pour vous expliquer ce que c'est qu'une cellule photovoltaïque, etc. Vous direz. Ça, c'est un cours, des fois, que les gens qui ont fait beaucoup, il va falloir travailler un petit peu, parce que j'ai du mal à lui faire baisser un peu le niveau, parce qu'il attaque très dur. C'est comme vous êtes en commun avec des gens qui ont fait de la physique, d'accord, ça peut partir assez vite. J'ai essayé de lui dire de démarrer doucement, d'accord, mais il va falloir un petit peu lui poser des questions, et puis peut-être ralentir. Il risque de partir sur un Hamiltonien, et choses comme ça, des trucs mécaniques quantiques. Non, mais c'est intéressant, mais simplement la première partie, voilà, ça risque d'être un peu comme ça, mais ce qui est intéressant, c'est de savoir ce que c'est que les niveaux d'énergie, des choses comme ça, qui justifient ce que c'est qu'un isolant. Il y a certains d'entre vous qui travailleront peut-être sur, vous savez, le transport d'électricité dans des câbles. Ça, c'est du génial. Et le problème majeur pour transporter l'électricité dans un câble enterré, c'est les décharges partielles dans le câble. Et donc, c'est des problèmes d'isolant. C'est un problème, il faut savoir pourquoi, voilà, pourquoi ça tient l'attention, ça ne tient pas l'attention. Ça, c'est important. Alors ensuite, vous avez donc alors cette année, je ne sais pas si je vais pouvoir tout ouvrir. En fait, c'est des UA au choix. Vous voyez ça, tout ce qu'il y a en rouge là et en jaune, c'est plein de choses qui vous sont proposées. Et habituellement, quand il y a suffisamment de monde, on ouvre les deux, on ouvre tout. On ouvre tous, en fait, vous avez le choix sur toutes les UA. Cette année, si vous êtes un peu nombreux, je n'ai pas le droit d'ouvrir à 2 personnes. La fac va pas pouvoir me payer un prof pour 2 personnes. Donc à un moment donné, je vais faire un sondage. Et si vous restez ce nombre-là, ça va. D'accord. Et il va falloir qu'on ouvre les UA qui sont majoritaires, qui nous intéressent de façon prioritaire, par rapport à la promotion. Donc, je peux vous décrire un petit peu tout ça, d'accord. Donc, toutes ces UA-là, d'accord, c'est des offres qu'on a, on a des profs, on a des cours qui tombent dessus, d'accord, mais c'est pas sûr que ça ouvre. C'est sûr, c'est plus que ça ne donnera pas tout. Donc, alors, vous avez un parcours qu'on appelle plutôt. Alors, ce qu'on a mis, c'est en fait qu'on a coloré, c'est ce qu'on a estimé comme utile dans certaines gammes de métiers. On a dit les gens qui sont plutôt autour de l'actionnement, du système. Quels sont les UA qui peuvent leur apporter quelque chose? Donc, on a mis dans le rouge, là, qui semble intéressant pour quelqu'un qui ferait des actionneurs, des systèmes de traction, des véhicules électriques, etc. On a mis là. À droite, on a mis plutôt ceux qui sont destinés à faire de l'électronique de puissance. Une puissance dans l'aéronautique, une puissance dans la voiture, électronique de puissance. Vous avez en fait deux parcours qui sont colorés, plutôt, alors c'est juste des conseils qu'on donne, colorés selon un petit peu les domaines. C'est une certaine cohérence. Donc,
À gauche, représentation énergétique macro. Ça, c'est une façon de représenter un système multiphysique pour aller vers la commande. Par exemple, on peut représenter une automobile en allant de la batterie jusqu'aux roues, jusqu'à la route. Et ça permet d'avoir le système complet sous une représentation particulière et de faire le modèle de commande complet à partir de ça. Ça, c'est quelque chose qui est une technique de représentation énergétique. Donc ça tombe bien parce qu'on est quand même dans un master énergie. Et qui permet d'aller jusqu'au contrôle d'un système compliqué. Donc il y a aussi le côté multiphysique. Les modèles qui sont là-dedans sont multiphysiques. Par contre, ils sont énergétiques. C'est qu'à chaque fois, vous avez 2 entrées et 2 sorties qui sont des grandes entrées énergétiques. Par exemple, si c'est de l'électricité, vous avez en entrée UI. Il ne peut pas y avoir que U. Vous avez appris sûrement à faire des schémas blocs. Les schémas blocs, on rentre une grandeur, on sort une grandeur. Là, ce n'est pas une représentation énergétique. Dans une représentation comme ça, si je rentre un couple, je sors un oméga. D'accord? C'est-à-dire qu'en fait, C fois oméga, c'est une puissance. Voilà. C'est juste pour vous dire que c'est un moyen de représentation qui respecte la puissance de l'énergie. Après, vous avez modélisation et commande des actionneurs. Là, on rentre dans les détails de ce que vous disais, transformer le parc, machin, contrôle, vous avez tous sûrement vu au moins les bases du contrôle vectoriel, transformer le parc, etc. Modélisation des pertes dans les actionneurs. Là, on est sur les matériaux, c'est le tôle, le matériau ferromagnétique constitue une machine a un comportement, vous savez tous, hystérétique et il y a des pertes. Et donc on rentre un peu dans les détails de ce que c'est qu'une tôle, quels sont les mécanismes du magnétisme, et quels sont les mécanismes qui occasionnent des pertes. Donc on a des gens ici au SACI qui travaillent dans ce domaine-là, donc on a des chercheurs qui sont très compétents dans ce domaine-là. Actionneurs non conventionnels, là on est sur des machines spéciales type réluctance variable, des choses comme ça, vous avez sûrement entendu parler. On trouve maintenant, en tout cas, que certains constructeurs automobiles investissent en termes de solutions pour éviter les aimants permanents, etc. Des machines un peu spéciales, donc on appelle ça machine non conventionnelle. Et puis, diagnostic et sûreté de fonctionnement, ça c'est des enseignants-chercheurs côté plutôt central suppléant qui mettent au point des techniques type traitement du signal, on va dire, pour être capable, par exemple sur un système, une chaîne de traction, à partir de signaux récupérés, d'essayer de prédire finalement un vieillissement, etc. C'est des techniques de diagnostic et de sûreté de fonctionnement. Donc ça, c'est des choses qui sont vouées assez pointues. Dans cette deuxième partie, vous voyez que c'est un peu plus pointu, parce qu'en fait, c'est des choses qui sont actuelles et qui sont recherchées plutôt dans des trucs un peu avancés. On n'est plus dans des généralités, on est sur des trucs un petit peu plus qu'on peut valoriser, chercher un boulot, et je sais ça. Pas juste la machine de base, le truc de base. D'accord ? À droite, mécanisme de défaillance des composants à conducteurs, avec tout ce qu'on utilise maintenant des IGBT, des MOSFET, etc. Un des challenges majeurs dans l'automobile, dans le ferroviaire, etc., c'est le taux de défaillance de ces dispositifs qui sont extrêmement complexes. Alors, ils ne sont pas complexes sur le plan du silicium, ils sont complexes parce que ce sont des assemblages de matériaux avec des semelles cuivre, des isolants céramiques, etc., etc. Et quand on les fait cycler dans une voiture, vous démarrez, vous freinez, etc., ou dans un train, d'accord, ça cycle. Donc il y a des contraintes qui font que ça finit par péter. Et il y a d'autres contraintes, par exemple, dans un avion, il faut tenir le court-circuit. C'est imposé. On doit tenir le court-circuit pendant 10 microsecondes. Et donc, tout ça amène certaines personnes à étudier ces mécanismes qui entraînent la défaillance pour rejustifier les composants. Et ça permet à un ingénieur après d'être au courant de ce qui fait vieillir ce composant et éventuellement de concevoir le système pour éviter qu'il vieillisse trop vite. La durée de vie d'un système n'est pas importante, tant dans l'automobile, dans l'aviation, c'est sûr, et dans le transport ferroviaire aussi. Ça fait des millions de kilomètres, sans qu'on ait à changer toutes les 5 minutes un composant. Gestion thermique en électronique de puissance. L'électronique de puissance, c'est beaucoup de puissance dans des tout petits composants, et on a un gros souci, parce qu'il faut évacuer ces calories qui sont hyper concentrées. Donc, un ingénieur qui travaille dans le domaine de l'électronique de puissance, il est forcément thermicien. D'accord ? Il doit savoir comment refroidir son bazar. D'accord ? Et c'est pas facile. Pas facile parce que, en fait, je vous disais, l'énergie thermique elle est hyper concentrée.
avoir des kilowatts dans des centimètres carrés. Et donc, en fait, il faut apprendre, c'est qu'une résistance, c'est qu'il faut apprendre un petit peu les bases de la thermique, comment on évacue de la chaleur, rayonnement, convection, conduction, etc. Et comment on va l'étaler, la chaleur, comment on va plein de choses intéressantes à faire. Compatibilité électromagnétique, pareil, ce mot-là, vous l'avez sans doute déjà entendu. Vous savez qu'on fait des livrines de puissance, c'est super, c'est un super rendement, hein, 18%, etc. Mais c'est une vraie cochonnerie en termes de rayonnement et de conduction. Donc on parasite le réseau, on parasite les ondes, on parasite tout. Donc un électronicien de puissance, il doit faire de la CEM. Et puis il doit être capable de concevoir un équipement en respectant des normes. Donc en évitant que son système pollue trop. On va prendre certaines règles. Comment est-ce qu'on limite la pollution d'un système électronique de puissance? Qu'est-ce que c'est qu'un filtre CEM? Pourquoi y a-t-il un rayonnement à tel endroit? Qu'est-ce que c'est qu'un mode commun, un mode différentiel, etc. Des choses qui sont un peu techniques, mais dans lesquelles il y a plein de boulot. On va chez Renault, chez PSA, chez Stellantis, il y a des gens qui travaillent spécifiquement sur le chargeur qui doit respecter la norme, etc. Et il y a un vrai boulot compliqué de CEM. Ensuite, transfert d'énergie sur contact, ça c'est plutôt anecdotique, mais c'est toujours dans le sens, vous vous souvenez, les SIM, ça veut dire système électrique pour l'énergie et la mobilité. Et dans la mobilité, actuellement, les drones ou les véhicules, on pense sérieusement à faire de la recharge sans contact. La recharge sans contact, pour avoir évité à brancher la voiture, je ne sais pas. La recharge sans contact, donc on a fait un truc spécifique, transfert d'énergie sans contact. C'est ce que vous avez maintenant dans certains téléphones. Hein. Vous achetez une base et puis vous posez votre téléphone dessus, sauf que là, sur votre téléphone, c'est watts. Sur un véhicule, on est à plusieurs kilowatts, hein, dizaines de kilowatts. Donc, ce n'est pas le même chargeur, ce n'est pas tout à fait la même puissance. Électronique de puissance avancée, donc ça c'est un cours qui a été ici aussi par ici, qui est le directeur du SATI, et qui est en fait dédié à la conception. En fait, c'est des méthodes qui vous permettent de partir d'un cahier des charges et d'arriver, il y a des règles, hein, qui vous permettent d'arriver à quelle structure il doit mettre. Ce n'est pas simplement apprendre la flashback, la forward, le boost, le break, etc. C'est ce qu'on fait en cours. Hein. Dire, allez, électrique de puissance, alors je fais un peu de break, après je fais le boost, après je fais le boost, après je fais je ne sais pas quoi, etc. Voilà. On présente pile l'onduleur, l'endresseur, etc. L'électrique puissance avancée, c'est de dire, j'ai un cahier des charges, d'accord, quelle structure je dois faire? Quelle structure je dois faire en termes d'interrupteur, en termes de... C'est quelque chose qui est un peu plus haut niveau, parce qu'en fait, on n'est plus au niveau de comprendre le fonctionnement des trucs classiques, mais à fabriquer un convertisseur adapté au cahier des charges. Voilà. Après, on avait mis des UA transverses. Ah zut, alors qu'elles sont un peu cachées là en bas. Je vais sortir du mode plein écran hein, pour que vous les voyez. Donc, risque électrique, décharge et arc électrique. On a des équipes à Centrale Supélec qui travaillent spécifiquement, je vous ai dit tout à l'heure, les isolants. Les isolants, les décharges partielles, etc. Et puis, décharge électrique, par exemple, des gens qui travaillent sur des éclairs sur les avions. Vous savez, la foudre, quand elle tombe sur l'avion, il faut savoir comment elle se distribue sur l'aile, etc. Donc, il y a des travaux. Il y a des gens qui s'intéressent à aussi contact roue-rail pour un métro. Et il y a un contact qui n'est pas forcément génial, et en fait, ça arc, etc. Voilà, tout un travail sur ces décharges arc électriques, d'accord, dans les laboratoires qui sont à côté. Vous avez un truc qui s'appelle machine learning pour la maîtrise de la consommation électrique. Ça, c'est pour vous donner des bases de machine learning. Vous savez, le machine learning est très à la mode. Le machine learning, c'est simplement pour vous dire que dans les réseaux, un réseau, par exemple, c'est très difficile de faire des modèles. On sait exactement tel phénomène va se passer à tel moment, parce que je suis mathématiquement capable de tout écrire. Mais il y a tellement de complexité, de non-linéarité, etc., qu'on ne peut plus écrire d'équations qui permettent finalement, de modéliser un réseau complexe. En fait, on utilise maintenant des techniques d'apprentissage, etc., qui permettent éventuellement de prévoir le fonctionnement d'un réseau. Donc ça vous donne des bases de machine learning, mais c'est appliqué au génie électrique. Ce n'est pas un cours de hein, c'est un cours sur les réseaux, et on applique des méthodes de machine learning, d'accord, sur ces réseaux. Les gens qui enseignent ça, c'est des profs de Centrale Supélec qui sont sur les réseaux. Hein, pas des profs de machine learning. Alors, ça peut faire peur. Hein.
si vous allez à Sorbonne Université et que vous faites du machine learning, c'est des maths. Donc, il en faut. Non, mais il en faut. Et ce que je veux dire, c'est qu'on est très très loin de l'application. Efficacité énergique et énergie renouvelable. Donc ça, c'est un cours très général. Vous ouvrez l'esprit sur ces notions d'énergie renouvelable, les différentes techniques. Ça, c'est plutôt connaissance générale, quoi, je dirais. Chose, avec des études d'articles, des choses comme ça. Et puis, système de production d'énergie décentralisé à base de sources renouvelables. Je ne sais pas si je pourrais l'ouvrir de toute façon. Il y a un prof qui faisait ça ici, puis on verra. En tout cas, c'est quelque chose dans lequel on faisait du. Alors, plus concrètement, des TP de photovoltaïque, des choses comme ça. Et, sur les systèmes de production actuels en énergie renouvelable. Je vais regarder si on a suffisamment d'heures. Il y a un prof qui a dit qu'il arrêtait. A priori, ça devrait ouvrir. Hein. Je vous confirmerai. Voilà. J'ai fait un petit point, donc un petit bilan complet. Alors, ça, c'est l'organisation temporelle. Vous avez compris les deux. Par contre, temporellement parlant, ça, c'est plutôt une description temporelle. Vous voyez, que vous avez le tronc commun en début d'année, les premiers examens concernant le tronc commun, d'accord? Puis, vous attaquez vos UA que vous avez choisis, là, un peu spécialisés, à nouveau des examens. Et en parallèle avec ça, vous avez l'anglais, la gestion de projet, tout ce qui, en fait, va compter pour le semestre 4, mais qui sera concrètement dans le semestre 3. Okay. Voilà. Et puis, évidemment, vous avez les examens qui vont se situer à la fin du semestre. Okay. Alors, ce que je vous dis, on y reviendra tout à l'heure, éventuellement des examens de rattrapage, hein, quelque part, pour ceux qui doivent rattraper, ici, pour la première partie. Et puis, les examens de rattrapage, ici, ils seront tout à la fin, parce que vous serez en stage après. Je ne vais pas vous faire revenir de je ne sais pas où pour faire des examens de rattrapage. Donc, s'il y a des examens de rattrapage à faire pour cette partie-là, ce sera après le stage, hein, ce sera début juillet, d'accord, dans ces eaux-là. Okay. Donc, après le stage, alors, ce que je mets, c'est qu'on est dans un M2 maintenant. Avant. Quand on déposait une maquette mystère, avec M2R, c'est-à-dire un M2 recherche, ou un M2 P, professionnel. Donc, si vous voulez, l'équivalent d'un M2 type ingénieur et un M2 dédié pour ceux qui veulent faire le test et puis aller dans un labo. Ça, c'est terminé. Plus de discrimination. Alors, il y a certains M2 qui continuent à s'afficher M2 tout court, mais qui font que une maquette recherche, et donc qui demandent à ce que leurs étudiants soient dans un labo. En fait, le stage est dans un labo. Tandis que vous êtes dans un M2, c'est pas coloré, c'est-à-dire qu'en fait, vous avez le choix, selon vos objectifs professionnels, vous pouvez faire votre stage en laboratoire ou en entreprise. Okay. Donc en fait, nous, complètement, c'est M. Bensetti et moi, on reçoit des offres de stage des laboratoires. Déjà, donc, on a déjà les chercheurs qui nous envoient des offres de stage. Ces offres de stage, on va vous les envoyer directement, tout le temps. Vous allez en recevoir plein. Et on reçoit aussi des offres de stage d'entreprise avec lesquelles on travaille actuellement et des nouvelles éventuellement. Ça, on va vous les transférer. Ça ne veut pas dire que vous êtes pris. Hein. Après, on vous transfère. Automatiquement, les gens, quand vous êtes intéressés, vous leur écrivez. Ils vont vous demander un entretien, ils vont discuter avec vous, etc. Pas parce qu'on vous a envoyé que vous avez été sûr d'avoir le stage. Il va falloir travailler un petit peu de présentation pour se présenter, pour que vous soyez à même de l'obtenir, ce stage. C'est bon? C'est bien? Alors évidemment, ça se termine, je dis, selon les dates de début de stage et de fin de stage. La soutenance a eu lieu soit en début juillet, soit septembre. Cette année, à cause du Covid, hein, les stages ont démarré assez tard, tous assez tard, et j'ai eu qu'une soutenance en juillet, et toutes mes soutenances sont maintenant. J'en ai fait la moitié là, début septembre, et j'en ai l'autre moitié dans 15 jours. Voilà, c'est pour vous dire que finalement, la soutenance, elle dépend, je ne fais soutenir qu'à la fin du stage, pas soutenir au milieu. Les gens qui finissaient en août, ils sont en août,
Et si vous finissez trop tard, hein, fin juillet, je ne peux pas constituer un jury, les établissements sont fermés, je ne peux pas faire des soutenances, ça, probablement. Donc, si vous finissez le 20 juillet, ben, les soutenances, c'est temps. Pareil. Alors, les CTUA, juste ça, ce slide-là, je vous l'ai déjà décrit, hein, c'est le contenu du tronc commun. Donc, le tronc commun, c'était juste pour vous montrer les ECTS. D'accord? Donc, par UE, vous avez 3 ECTS. C'est simple, hein, tout le M2 est comme ça, modélisé comme ça. 3, 3, 3, 3, 3, d'accord, pour les UE courts. Donc, vous voyez que pour obtenir, si vous avez 7 UE, pour théoriquement valider, le M2 se valide en deux passes. Vous avez vu qu'il y a un tronc commun et puis une deuxième partie. Il faut au minimum 5 UE réussis. Il faut 15 ECTS. C'est-à-dire qu'en fait, vous n'êtes pas obligé de tout réussir. D'accord? Vous voyez bien, 7 fois 3, ça fait 21. Donc, vous en réussissez 5, d'accord? Vous avez vos 15 ECTS, même si vous avez raté 2 UE, ce n'est pas grave. Okay. Donc, ça veut dire que par contre, si vous avez moins de 5, on vous fait passer un rattrapage sur les UE que vous avez ratés. D'accord? Okay. Donc après, il y a des courbatures, évidemment. Selon les UE, vous avez pas que des cours TD. Majoritairement, hein, il y a des matières qui se prêtent plus à TD, et puis d'autres, il y a quelques TP. En modélisation numérique, c'est quand même intéressant de passer sur machine à un moment donné pour faire du code, hein, pour comprendre concrètement ce que c'est. Ce n'est pas juste de faire des matrices et puis de faire des calculs sur des matrices éléments finis. D'accord? Alors, ensuite, donc les parcours, c'est pareil, vous voyez, 3, 3, 3, 3. Et puis, pareil ici. Alors, il y a beaucoup plus de techniques dans les parties. C'est mieux à développer. Alors, je vais trop vite. Donc, semestre 3, que je vais vous dire. 15 ECTS, 5 UA, commun. 5 fois 3, 15. Okay. Et puis, deuxième parcours, deuxième partie, d'accord, 5 ECTS. Ça vous fait les 5 UA, pardon. 5 UA fois 3, ça fait 15 à nouveau. Et 15 plus 15, ça fait 30. Vous avez réussi votre semestre. Vous avez la possibilité, vous voyez que ça fait 7. Dans le tronc commun, il y a 7 UA. Dans la deuxième partie, il y a 5. 7 plus 5, ça fait 12. Donc, vous avez plus que nécessaire pour avoir les 30. Rien ne vous empêche aussi, ça peut aller faux parfois, de prendre, si ça ouvre, plus UA, c'est parti. Donc, vous n'êtes pas obligé de faire que 5, juste le compte. S'assurer, on peut en prendre 6. Et si on en prend 6 et qu'on en rate une, ben, on n'a pas besoin, on n'a pas de passer un rattrapage. Après, il faut être logique. Si on en prend une de plus, d'accord, ça fait plus de boulot. Et puis, on est obligé de passer l'examen. Hein. Pas j'y vais, puis finalement, allez, j'y vais pas, d'accord, c'est normalement, quand vous êtes inscrit, vous mettez un d'accord, vous allez jusqu'au bout. Et après, on demande des attestations d'assiduité. Est-ce que la personne a passé l'examen? Si vous m'avez dit que vous y alliez, vous y allez pas, d'accord, moi, je ne peux pas dire, il est assidu, il fait tout ce qu'il avait promis. Alors, l'anglais, 2 ECTS. Okay. Donc, 2 ECTS, alors il y a des groupes j'y reviendrai, il y a des groupes de niveau. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes dispatché, il va y avoir un test qui va vous permettre de classer par niveau. Et vous allez retrouver dans différentes classes avec des niveaux adaptés. Vous n'allez pas tous être en anglais avancé, etc. D'accord? Vous n'êtes pas tous peut-être bilingues en anglais. Je ne sais pas quel niveau vous avez. Donc, il y aura des groupes. Il n'y aura pas que vous. Hein. Il y a aussi, vous allez vous retrouver avec vos collègues de R2E, et puis un autre M2 aussi, qui est sur le même créneau que vous. Vous allez vous retrouver avec des gens différents sur ces cours d'anglais. Vous avez un cours de gestion de projet. Alors ça, gestion de projet, c'est un truc. Ça plaît ou ça ne plaît pas, mais simplement, on est obligé de le mettre dans la maquette. Mais quand on a déposé la maquette Paris-Saclay,
vous avez un certain nombre de choses impératives à mettre. Et dans les choses qu'on vous a demandé de mettre, on avait cet aspect gestion de projet. En gestion de projet, c'est très SHS, c'est très, voilà, c'est très, voilà, je vous dis, hein, c'est pas technique, c'est pas scientifique. Voilà, bon, il faut le faire. C'est ce que je veux faire. Donc, vous avez 12 ECTS, c'est un petit QCM à la fin, il faut suivre les cours, un QCM à la fin, d'accord. Il faut faire sérieusement quand même, parce que vous voyez, il y a quand même 2 ECTS à la clé. Après, ça fait partie du semestre 4. Donc, il y a le stage. Et le stage a un gros coefficient. Même si vous vous ratez, je dirais là-dessus, c'est pas catastrophique. D'accord. N'empêche que, bon, quand même pas prendre trop de risques et puis faire ça à peu près sérieusement. Suivi de séminaire. Je sais pas. Ils ont des séminaires qui ouvrent des gens qui sont ingénieurs, hein, des séminaires sur des énergies. Donc, on va choisir des séminaires comme ça. Éventuellement, alors on va essayer de faire en sorte que ce soit sur des créneaux où vous êtes disponible et on va vous proposer, d'accord, de les suivre. Évidemment, théoriquement, on devrait vous fliquer et dire il a bien suivi le séminaire, etc. D'accord. L'idéal, c'est de vous ouvrir un peu l'esprit sur des choses qui ne sont pas forcément les choses courtes, et de vous ouvrir l'esprit sur d'autres choses. On vous demande de suivre des séminaires et on a été obligé, quand on maquette, de mettre des ECTS. On ne peut pas faire une matière vide. Donc, on a mis une ECTS, un crédit. On n'ira pas vous fliquer à faire signer des papiers, ce que je vais à un moment donné. C'est possible. Vous choisir d'aller à ce séminaire-là, par l'autre, etc. On ne vous fliquera pas là-dessus. Donc ensuite, le stage. Alors, le stage d'ingénieur, d'habitude, c'est 6 mois. Nous, on a réduit. Oui, ça fait 12 semaines, ça fait pas 6 mois. C'est le minimum. Il ne faut pas rêver. Hein. Quand vous cherchez un stage, ils sont tous proposés à 6 mois. Ça, c'est pour vraiment les accidents. Quelqu'un a eu du mal à trouver, d'accord. Il a juste un stage de 3 mois, mais ça fait 3 mois. Ça lui permet quand même de valider son NE. Mais quand vous allez avoir des propositions de stage, parce que vous allez tomber sur des propositions de stage aussi, stages qui sont proposés aux ingénieurs, aux chercheurs, aux jeunes qui veulent se faire un master de recherche, etc. C'est tous des stages aussi. De toute façon, le 12 semaines en minimum, vous l'aurez pas. D'accord. Ce sera, vous comptez sur 6 mois de stage comme un ingénieur en France, comme les écoles d'ingénieurs. Alors, après, il y a des histoires de compensation. Donc, quand est-ce qu'on valide une UE? On ne valide pas une UE. Il y a une note butée, je dirais, qui dit qu'on pourrait valider au-delà de. Théoriquement, l'idéal, c'est plus de 10. Si vous avez plus de 10, vous avez vos crédits. Vos 3 crédits, là, vous les avez. Vous avez moins de 10, mais plus de 7. Vous pouvez compenser une UE par une autre. En fait, un 8 peut être compensé par un 12. Voilà. C'est juste pour vous dire qu'il y a des règles comme ça, d'accord, qui sont des règles, c'est-à-dire que si vous venez avec un 5, même si vous venez avec un 15, le 15 ne compense pas le 5. C'est pas possible. Okay. Alors, ça, je le mets, mais ça ne sert à rien, ça. Parce que si vous avez une note en dessous de 10 pour le stage, c'est que vraiment, vous n'avez rien foutu. Quoi. Alors, ça n'est jamais produit. Hein. En fait, si vous n'êtes pas allé au stage, hein, franchement. Parce que si vous faites le job, d'accord, qui vous est demandé, ça ne peut pas valoir moins de 10. C'est pas possible. Alors, ça, c'était l'anglais, justement, les groupes de niveau. C'est pour vous rassurer, quand on est au niveau, je ne sais pas quel niveau. Il va y avoir un petit test. Alors, il faudra bien répondre, parce que certains se font tirer l'oreille des fois. Le prof d'anglais, c'est pas géré par moi, c'est géré par le département de langue de la fac. En fait, ils vont vous envoyer, je ne sais plus ce que c'est, un logiciel, ils vont vous envoyer un lien à cliquer, et il faudra, il y a un petit test en ligne, on va faire je quoi, d'accord, et puis après, eux, ils en tirent une note, et puis un niveau. Et ça leur permet de créer une classe. Quand vous recevrez, quand je vous enverrai ce mail, chaque année, c'est ah tiens, c'est bizarre, j'en ai 2, 3, 4 qui n'ont pas fait le test. Bon, voilà.
Donc, la compensation se fait par semestre. Ce que je veux dire, c'est qu'un super stage ne peut pas compenser une super bâche au semestre 3. C'est-à-dire que les semestres ne se compensent pas. On peut compenser dans un semestre, mais je ne peux pas prendre le semestre 4 pour compenser le semestre 3. Donc j'ai 18 au stage, je ne peux pas venir compenser 7 ou une très mauvaise note du premier semestre. Je ne peux pas compenser d'un semestre à l'autre. Alors les sessions, évidemment, les secondes sessions, c'est obligatoire évidemment pour les crédits qui nous permettent d'avoir le diplôme. C'est obligé de venir. Et théoriquement, si vous avez vu que vous avez raté, je sais pas, 3 UA, vous êtes à, il faut en réussir, on avait dit 5 en première partie, 5, vous en avez 3 ratés, et vous avez donc, imaginons, 4 réussis. Vous pourriez dire, je choisis, j'en passe qu'une, pas le 5e. Normalement, si vous en avez vraiment raté en dessous de 7, 3, vous allez passer les 3. Okay. Par contre, si vous avez entre 7 et 10, par contre, vous êtes libre. Comme c'est compensable, dire, je passe cette une-là, et puis voilà. Ça, par contre, en dessous de 7, d'accord, vous repassez. Alors, risque, parce que certains me demandent des fois, on ne repasse. Les gens qui ont 11 et qui disent ma note ne me satisfait pas, je veux repasser la situation, les profs ont autre chose à faire que de faire un sujet pour essayer d'améliorer une note. Hein. Donc, pas forcément, voilà. Donc, les profs, ils ne font pas passer des examens de rattrapage à des gens qui ont la moyenne et qui ont obtenu leur crédit. Hein. Non, mais je vous dis ça parce que tous les ans, j'ai des demandes. Ah, je ne suis pas content de ma note, donc je vais passer la session. Donc, je ne vais pas repasser, si vous avez plus de 10, je ne vais pas repasser. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous repassez, vous n'êtes pas satisfait par un 9, alors que vous aviez vos 5 UA, vous avez vos 5 UA, vous avez tout ce qu'il faut pour réussir votre semestre, et vous dites, dans mon 9 ne me plaît pas, je repasse la seconde session. Le droit, c'est entre 7 et 10. Contre, la seconde session remplace la première, qu'elle soit meilleure ou moins bonne. Ça, c'est important, hein. Je ne fais pas, j'y vais, puis finalement, j'ai raté, c'est pas grave, je pense la meilleure des deux. Ce n'est pas la meilleure des deux. La seconde session, c'est une seconde session. Vous représentez à l'examen. Là, on annule tout, hein. On vire les notes de première session et on met les notes de deuxième. OK? Alors, l'évaluation vous avez vu que quand même, le poids est énorme sur le stage, le poids sur le stage. Et donc, comment c'est évalué? C'est assez classique. On a 3 notes qui en font qu'une à la fin. Juste pour vous dire quels sont les critères. Les critères, c'est évidemment évaluation par votre tuteur, qu'il soit académique ou en entreprise. En fait, là, on a une grille avec assiduité, autonomie, investissement, etc. D'accord. On arrive au jury, on en discute, on voit où sont les points, on va dire, et puis on met une note cette partie-là. Après, on a l'évaluation du rapport. Je vais passer comme ça. L'évaluation du rapport, c'est moi ou un prof référent du rapport, avec des règles que je vous donne, hein, je dirais à peu près. Après, donc, sur ce rapport, sur sa qualité de rédaction, sur la qualité de présentation, sur le contenu, c'est plein de critères, d'accord, biographie, voilà. Tout ça, d'accord, c'est évalué, non seulement sur la forme, mais sur le fond. Et ça donne une note aussi, qui est une note qui est donnée par l'enseignant qui est responsable finalement de l'évaluation de ce rapport. C'est demandé aussi, demandé au tuteur, si ce n'est pas lui qui a rédigé le rapport. Le jour de la soutenance, une note a priori sur le rapport, et selon le temps qu'a passé le tuteur sur le rapport, parce que le tuteur est très motivé que le rapport soit parfait, et ben donc il a investi beaucoup de temps dessus, et donc il a corrigé beaucoup de choses, etc. Donc on module la note. Est-ce que c'est votre rapport ou est-ce que c'est un rapport qui a été fortement rédigé par le Je vais insister aussi sur un point, parce que je le vois de temps en temps, c'est que, attention au plagiat. Regarde, hein,
c'est copier-coller. Non, alors, c'est moins grave quand c'est une description d'entreprise, des choses comme ça. Par contre, si dans les parties techniques, scientifiques, d'accord, c'est des copier-coller de Wikipédia, des copier-coller de machin, etc. Moi, j'ai des tests, j'ai le logiciel anti-plagiat. Hein. Je passe, il y en a pour 30 secondes, hein. Je mets le rapport, et au bout de 3 minutes, j'ai un pourcentage de plagiat. Hein. Donc, 17%, 11%, 0%, 2%, 3%. Alors, après, moi, j'ai un voyant. Sur le logiciel anti-plagiat de l'université, il y a un voyant. Je ne sais pas à combien il est là-bas, hein, mais à 17%, c'est rouge déjà. Mais non, mais ce que je vous disais, attention, parce que je rentre dans les détails, je ne fais pas juste la. Parce que je vous dis, il y a des fois des présentations, quand je rentre dans le logiciel me met en rouge, partie qu'il a trouvé ailleurs. Si c'est une présentation d'entreprise, je m'en fiche. Je dis de ne pas prendre en compte cette partie-là, de ne pas prendre en compte cette... Et puis j'obtiens un pourcentage, qui est un pourcentage sur la partie intéressante. Mais simplement pour vous dire, attention, d'accord, vous savez que quand on est maintenant, même un enseignant, hein, on ne copie pas, colle pas n'importe quoi, n'importe quoi, au site. C'est-à-dire que si vous faites du copier-coller, vous avez le droit. Déjà, vous ne pouvez pas faire tout votre rapport du copier-coller, c'est sûr. Et après, on met entre guillemets, on a copié-collé, on cite l'endroit, on l'a pris. Voilà. C'est juste pour insister là-dessus, pour éviter que c'est des rapports copier-coller, Wikipédia ou je ne sais quoi, hein, d'accord, ou articles scientifiques, d'accord. Intégralement, on vous demande quand même de rédiger un rapport à votre source. Et la dernière, c'est ça, en fait, c'est ce qui se passe en ce moment. Ça. Alors, tout ça, c'est noté le jour J de la soutenance. Parce que c'est noté avec les encadrants, etc. C'est-à-dire que c'est discuté. C'est pas mis avant, etc. Donc, par contre, le jour de la soutenance, ce qu'on n'a pas vu avant, évidemment, c'est la soutenance en elle-même. Donc, ce qu'on note, c'est évidemment la présentation, avec une durée, un cahier des charges sur la durée, la qualité du discours. Et puis, on note aussi, après, il y a une séance où on pose des questions. Légitimement, parce que je ne peux pas compris, ou tout ça, et on regarde si la personne a bien compris et si elle est capable de répondre. Ça fait une troisième note. Après, on fait un package. Et ça, une seule note, et c'était la note de stage. OK? Donc, un grand coefficient, et effectivement, très tôt, le plus tôt vous vous positionnerez sur des stages, le mieux c'est. Vous êtes en concurrence avec sur Centrale, sur l'Université Paris-Saclay, vous imaginez le nombre d'étudiants qu'il y a. Tous ces gens-là vont chercher des stages en même temps. D'accord? Donc, les élèves ingénieurs, les élèves ENS, je ne sais pas, c'est des stages de. Enfin, en deuxième année, là, en master, vous avez. Oui, en M1, ils cherchent des stages, mais c'est des stages plutôt en labo. Ouais, c'est probablement en labo. Donc, tout le monde va chercher des stages. Et donc, en fait, il ne faut pas attendre le dernier moment, en février. Bon, alors je vais commencer à m'intéresser au stage. Là, vous êtes sûr de ne plus rien avoir. Hein. Ce sera pris déjà. Il va falloir que vous voyez, on va essayer de vous envoyer. Donc, nous, on demande au laboratoire de donner les sujets de stage très rapidement, octobre, octobre-novembre. Déjà, vous allez recevoir ces stages-là, et puis après, les entreprises, il ne faut non plus ne pas hésiter à aller sur les sites des grandes entreprises. Vous rêvez d'aller, je ne sais pas, chez Airbus, d'accord? Sur leur site, non, moi, je ne vais pas le faire pour vous, hein. Sur leur site, ils ont toutes les propositions de stage. Vous allez sur leur site, ils ont stage génie électrique, niveau M2, niveau Bac plus 5, d'accord? Et vous avez la liste, la localisation, etc. Ça, il faut que vous le fassiez de vous-même. Surtout si vous avez envie d'aller particulièrement dans une entreprise spécifique. Parce que moi, je vous donnerai ce que l'on voit, pas forcément ce que vous avez envie de faire. Il y a beaucoup, alors, juste pour finir, hein, il y a énormément de stagiaires de cette année qui ont trouvé par eux-mêmes des stages qui n'étaient pas des stages que j'aurais proposés. Ils ont dit, ils ont fait, voilà, et peut-être qu'ils ont un site LinkedIn ou je ne sais pas quoi, voilà. Et je ne sais pas par quel biais ils ont eu ces stages, mais ils ont eu des bons stages, mais qui ne sont pas forcément issus du master. Et dans ceux que j'ai envoyés, soit ils ont, je ne sais pas s'ils ont fait des auditions, ils n'ont pas été cons, mais ils ont pas, il y en a très peu finalement qui ont pris des stages qu'on leur avait proposés, par exemple. Je pense que ça leur faisait moins que d'autres. J'insiste beaucoup, hein. Soyez vigilants à faire.
chercher des stages très tôt. Très tôt. Alors, effectivement, en septembre, là, on commence à avoir des entreprises qui mettent des stages en ligne. Okay. Voilà, alors pour terminer donc, le site, donc vous l'avez vu, parce que sur le site, il y a plein de choses. Hein. Il y a en particulier l'agenda, important. Alors l'agenda, il est temps réel. En fait, si vous allez sur le site, vous regardez l'agenda, si jamais il y a une modif de ça, d'accord, c'est-à-dire qu'en fait, si vous un jour vous êtes perdu, parce que je sais pas, c'est peut-être que la salle a été changée, mais la salle elle est sur le site. N'hésitez pas à y aller sur le site. Alors, je vais y aller. Sur le site. Voilà. Donc, emploi du temps. D'accord? Vous avez un truc. Alors, support de cours. Certains profs n'ont pas. Et vous avez encore les cours de l'an passé. Donc, si vous êtes intéressé sur certains cours, en tout cas, s'ils sont toujours, regardez, si je vais support de cours, j'ai multiphysique. Et je vais voir s'ils ont laissé leur cours dessus. Là, il n'y a plus rien. OK. Mais certains profs ont laissé leur cours dessus. D'accord? Donc, vous avez possibilité de regarder ce qui va être traité dans le cours. J'ai mal choisi parce que là, c'est bien. Si je reviens là, support de cours, actionneur électrique. Ah bah si tu veux. Alors peut-être que Monsieur Gapsi a peut-être fait le ménage complet. Donc, je ne vous garantis pas. Alors attendez, électronique de puissance. Voilà, là il y a des choses. Voilà, donc vous voyez qu'il y a. Donc là c'est de la CEM, hein, électronique de puissance, quoi. Visiblement c'est bon. Ok, donc c'est-à-dire que vous avez sur certains cours, vous avez des slides, d'accord, ou des choses comme ça, des contenus qui vous permettent peut-être de jeter un coup d'œil si vous êtes curieux. Conférence séminaire, c'est là où vous trouverez les propositions de conf. Mais de toute façon, on vous enverra des mails hein, pour vous dire attention, il y a une conf ici, etc. Mais bon, on mettra ça. Et puis, qu'est-ce qu'on vous a rajouté sur le site? Pourquoi il passe en. Pas d'électricité là? Pourquoi il change la luminosité là? Je vois rien. Voilà. Sujet de stage. D'accord? Donc c'est là où on vous mettra systématiquement, je vous enverrai des mails en vous disant voilà, j'ai reçu cette proposition-là, mais je mettrai, pour que vous retrouviez aussi les anciens, on mettra tous les sujets, d'accord, dans cette partie-là. Vous pourrez revoir tous les sujets de stage qu'on a reçus. Okay. Et puis, présentation de rentrée, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, donc la présentation PowerPoint qui est là, d'accord, elle sera sur le site. Vous pourrez la reprendre et la regarder. Donc, l'emploi du temps. Vous avez agenda, première partie. Okay. Donc là, on est sur la réunion de rentrée. Et donc, vous démarrez dès lundi en cours. Donc, si vous avez, soit c'est un ordinateur, dans ce cas-là, vous voyez tout. Sur le téléphone portable, c'est tout petit. Et si vous cliquez sur la vignette, là, c'est un aussi, et vous voyez l'intitulé. Donc, vous avez cours avec M. Gapsi, un professeur des universités du laboratoire SATI, qui travaille sur les actionneurs. Hein, et vous êtes ici à l'ENS en 1B26. Alors, vous avez compris comment ça marche ici. 1, premier étage, B, et puis 26, la colonne. Et puis l'après-midi, vous avez du multiphysique, cours de multiphysique. Alors cette fois, c'est aussi un B26, parce que vous allez voir que ça va changer en cours d'année, parce que selon la disponibilité des salles. Donc vous restez ici, c'est bien, vous n'aurez pas à voyager. D'accord? Modélisation numérique, donc vous avez tous les cours du tronc commun qui apparaissent ici. Okay. Donc vous avez des demi-journées, hein. C'est assez dense hein, au début, et ça va permettre à ceux qui, vous voyez, il y aura des inscriptions à faire, il y a peut-être des choses à faire. À vous organiser. Une journée pour
Le conseil projeté, donc on a fait tout l'emploi du temps, sur tout le tronc commun, c'est tout. Sur la période d'après, c'est pas fait. Ça, c'est pas fait, ça va dépendre un petit peu, je vous ai dit, un petit peu à la carte, là. Alors, je ne sais pas encore quelle sera votre carte, votre menu. D'accord? Donc, c'est difficile de monter un emploi du temps sans savoir. Pour le moment, vous avez un emploi du temps qui est uniquement sur le tronc commun. OK. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, les secrétariats, c'est important. Tout à la fin de la présentation, vous avez des liens. Voilà. Donc, ça, vous avez mon email. Hein. Alors, moi, je suis un peu dans pas mal d'endroits. C'est difficile de venir me voir comme ça à l'improviste. Hein. Je suis des fois au bâtiment, le GIPS, le laboratoire dans lequel je suis, il est sur deux parties, soit sur le bâtiment qui s'appelle Supélec, Breguet, hein, l'autre. Donc, je suis parfois à droite, parfois à gauche. Je suis aussi enseignant à l'unité Agachan. Donc, si vous venez comme ça spontanément me voir, ce qui arrive de temps en temps, vous avez une probabilité de me trouver qui est proche de 0. Donc, envoyez un mail avant, et je vous dis où je suis, et si je vous appelle au téléphone, ou si on peut se voir. Bon, vous avez peu de chance de me trouver comme ça. Vous avez un secrétariat côté bâtiment Breguet. Donc on ira, je ne sais pas si vous avez, on va faire un tour pour ceux qui ne connaissent pas. Pour ceux qui connaissent, ce n'est pas la peine, mais je vous montrerai l'autre bâtiment, parce que vous allez avoir des cours, soit ici à l'ENS, soit à Centrale Supélec, de l'autre côté. Je vous montrerai comment ça marche à Centrale Supélec. Donc, la personne qui est côté Centrale Supélec, d'accord, et côté université, la personne qui gère un peu le secrétariat du master, un peu général, emploi du temps, certaines réservations de salles, pas sur l'ENS, mais sur les autres bâtiments, etc., c'est Aurélien Vitou. Cette personne, elle sera uniquement le mercredi, donc c'est quelqu'un de l'université qui a un bureau au bâtiment 625, donc c'est pour ceux qui connaissent, donc au bâtiment s'appelle H-Bar, qui est au bout de la rue, là, dans un bâtiment, il a un bureau là-bas, et une fois par semaine, le mercredi, il est sur le bâtiment Breguet, Centrale Supélec. Alors c'est pareil, si vous voulez le voir en dehors du mercredi, en mercredi, vous pouvez aller dans ce bureau-là, il sera là. Okay. Par contre, si vous voulez aller en dehors du mercredi, le voir, il faudra lui écrire, il vous dira, je suis au bâtiment 625, en salle, machin, truc, etc. Ici, il y a la secrétaire du département, E2A, qui s'appelle Nathalie Manès-Morisco. Donc, je vous ai mis sa salle, c'est à l'étage au-dessus, 2X62. Donc, ça veut dire, par rapport à vous, hein, c'est le pouvoir qui est juste au-dessus, en face. D'accord? 2X62. C'est la personne qui peut vous dire, ben, il y a sur les salles de Menès, alors il y a aussi le problème des inscriptions. Inscriptions, etc. Et ça, c'est le secrétariat. Alors, c'est pareil. Vous savez que maintenant, il y a beaucoup de télétravail, vous avez entendu parler de ça. Les économies d'énergie, etc. Le gouvernement a incité au télétravail. Ces gens-là, qui sont des gens qui sont support de l'enseignement et qui font surtout de l'administratif, ils ont tous maintenant du télétravail. En fait, ils sont à la maison, si vous voulez, ils répondent, mais ils ne sont pas physiquement forcément toujours là. Ça veut dire que cette personne-là, Nathalie, je ne connais plus ça, je ne sais pas. Elle n'est pas là, toujours. Donc elle est là, elle sera là, je dis au pif, le lundi, mercredi, et en dehors, elle est en télétravail. Donc c'est pareil, hein, c'est-à-dire que si vous voulez la voir physiquement, il faudra lui demander par mail quand est-ce que vous pouvez venir la voir. Par contre, ces gens-là, ils sont en télétravail, ça ne veut pas dire qu'ils ne travaillent pas. En fait, si on les contacte, moi quand je réserve une salle, je réserve la salle, mon chat, elle n'est pas là, mais elle me réserve la salle, c'est le travail. Donc ça veut dire qu'il va falloir que vous preniez l'habitude de prendre rendez-vous, même pour les secrétariats. Bon, vous n'allez pas vous en sortir. Vous allez inviter, vous ne trouverez jamais personne. Alors, voilà, c'est fini pour la présentation. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais répondre aux questions. Voilà. Clarifier un peu ce que je vais vous dire. Bon, en tout cas, pour résumer, il faut tout de suite démarrer. Vous avez vu, c'est assez dense dès le début, d'accord? Bien rentrer dans bien cours, il faut bien travailler dès le début.
et pas se laisser piéger hein, en attendant les examens pour commencer à bosser. Parce qu'il y a quand même pas mal de matières. Il y a des matières que vous avez sans doute vues déjà dans vos écoles, peut-être assez faciles pour des gens qui ont fait choses, parce que c'est quand même, l'objectif c'était quand même de faire des choses qui étaient une espèce de mise à niveau hein, pour lisser un petit peu les différences. Mais il n'empêche qu'il faut tout de suite bosser. Si vous ne voulez pas arriver aux périodes d'examen, d'accord, avec tout à réviser. Donc n'hésitez pas tout de suite déjà à participer, d'accord, à poser des questions, à regarder beaucoup. Alors, on a partagé les examens en 2 semaines. En fait, pour éviter que vous soyez une semaine complète à examen, d'accord. On a fait que les examens, ils sont déjà sur le site. Mais il y a déjà les examens, ils sont prévus. Vous allez voir qu'on a étalé. On a étalé pour que vous n'ayez pas tout la même semaine. Bon, on a des créneaux assez réduits en termes de timing, mais on a fait en sorte de voilà, ça c'était l'ordonnée, j'avais oublié de vous dire ça. Par question? Je vous verrai peut-être après pour d'autres questions que Anthony Juton dans les. Je vous parlerai. Je vous concerne tous les deux, hein, c'est ça. Bon. En tout cas, si les questions ne viennent pas comme ça, c'est pas grave. N'hésitez pas, hein. Il y a un problème, une question, d'accord, vous envoyez le mail, je ne sais pas, il y a réponse à tout, hein, en particulier sur le plan administratif. Hein. Vous avez compris que tout ce qui était inscription, etc., ça sort complètement du rôle du responsable. Le responsable, si vous voulez, ne maîtrise pas du tout la partie administrative de l'inscription. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'avec M. Baptiste, donc, je vais vous inscrire, ça va se passer ici, sur l'ENS. Il y a des papiers à lever, moi je ne sais pas du tout comment ça se passe, c'est pas mon affaire. Par contre, ce qu'on fera rapidement, c'est qu'on essaiera de faire en sorte d'avoir une liste complète de M. Bensiti pour que vous ayez les emails, qui sont les emails de Centrale Supélec. De façon à ce que vous puissiez avoir les logiciels de Centrale Supélec. Là, pour vous aussi, en tant qu'ENS. Avoir des MATLAB éventuellement, des choses comme ça. Tout ce qui est en fait pour les étudiants en Centrale Supélec, que vous puissiez accéder. Et en particulier, je pense qu'à un moment donné, je crois qu'on peut vous faire, donc dès que vous aurez un mail Centrale Supélec, vous allez avoir un badge. Alors le badge, il ne sert pas à grand-chose, parce que Centrale Supélec est ouvert. À l'ENS, quand même, à l'entrée, je ne sais pas si on vous a demandé, j'avais dit qu'il ne vous demande rien parce que vous n'avez pas de badge, d'accord? Mais théoriquement, normalement, il vérifie que n'importe qui ne rentre pas. Badge peut l'expliquer. Alors, ce badge, il vous permet également de rentrer sur les parkings. Le parking sur Centrale Supélec. Dès que vous avez le badge sur Centrale Supélec, vous rentrer sur le parking. Et vous avez aussi associé un compte qui s'appelle EasyVie, qui est le compte Croust, que vous pouvez utiliser ou pas. En fait, quand vous allez à la cantine, vous chargez votre compte EasyVie, l'argent, et vous allez à la cantine, vous badgez, vous payez avec votre badge. Après, l'avantage de ça, c'est que vous êtes reconnu en tant qu'étudiant, sinon vous payez le tarif, qui n'est pas forcément le tarif Crous. D'accord? Donc vous avez intérêt à montrer patte blanche si vous allez au Crous, hein, parce que sinon vous allez payer le tarif extérieur. Si vous étiez quelqu'un d'invité, etc. Le tarif extérieur, c'est 9 €. Pour manger au Crous, ça fait cher. D'accord? Voilà. Donc le badge, hein, c'est quelque chose qui se fait. Donc, quand vous serez à l'ENS, je pense que c'est pareil. Alors, je ne sais pas ce que vous aurez comme badge. Vous voyez, moi j'ai un badge, Centrale Supélec, Université Paris-Saclay. Les ENS, ils ont un ENS Paris-Saclay. Bon, je ne sais pas, voilà. Le cas, c'est pareil, hein, c'est le même Paris. C'est-à-dire que le EasyVie, il est valable aussi pour eux. Hein. Simplement, je ne sais pas si on vous fera 2 badges. Je ne sais pas, faut que je demande à secrétaire ici du département, s'il vous faut, elle vous fait aussi un badge ENS et un badge, vous aurez 2 badges. Parce que comme vous allez être amené à passer dans les 2 établissements, vous avez intérêt à manger à tous les râteliers et à avoir des droits d'accès à la fois à l'ENS et des droits d'accès à Centrale.
Donc, vous allez voir, vous allez avoir un superbe mail de Centrale Supélec, vous aurez un mail aussi vous choisirez celui avec lequel vous voulez communiquer, par exemple, quand vous demanderez un entretien pour stage, je vous déconseille les Gmail. Hein. Je vois, j'ai des Gmail qui sont un peu zarbi. Des emails avec des trucs un peu bizarres à éviter en professionnel. Hein. En professionnel, on met un mail propre avec prénom pour un nom, etc. Quoi, un truc un peu sérieux. Quoi. Donc, vous évitez des trucs rigolos hein, qu'on fait entre nous, ça c'est bon, mais voilà. Et après, quand vous envoyez un mail avec ENS Paris-Saclay ou Centrale Supélec, ça met. Vous n'êtes pas l'étudiant lambda. Ah non, mais en pratique. Tous les établissements, en particulier ici, l'ENS Paris-Saclay, est un établissement qui fait enseignement-recherche. Ici, vous avez plein de labos. Hein. Il y a des labos dans différentes disciplines. Alors, dans notre domaine, il y a le SATI. Après, il y a un labo de mécanique, il y a un labo sur le système, je sais plus comment ça s'appelle, le LSD, ou un truc comme ça. C'est tout ce qui est autour de la validation de logiciels. Il y a plein de trucs. Hein. Il y a un labo qui est côté santé, il y a un labo, plein de labos ici. Sur Centrale Supélec, il y a le GIPS, qui est en génie électrique, mais il y a plein de labos aussi. Il y a le L2C qui est autour des plasmas, il y a des labos. Vous, je vous parle plutôt des labos, évidemment, qui sont dans vos domaines, qui sont les labos qui vont nous proposer des stages plutôt. Parce que vous êtes quand même ciblé dans ces spécialités, les labos, ils cherchent quand même des gens dans ces spécialités. Vous recevrez des propositions du GIPS, SATI, qui sont les deux laboratoires qui sont les plus proches. Après, quand je dis le SATI, hein, le SATI est aussi sur Rennes, le SATI est aussi sur Saint-Gilles-Pontoise, d'accord? Ça veut dire qu'il y a des stages, SATI, il y a des stages sur Rennes, SATI, d'accord? Donc il n'y a pas forcément, quand je dis ici ENS, c'est pas forcément là, hein, et le GIPS, il y a Sorbonne Université, donc dans Paris, donc le GIPS a une antenne dans Paris, d'accord? C'est pas mal. C'est-à-dire que voilà. Les laboratoires qui sont vraiment, les laboratoires de recherche qui sont dans votre thématique, c'est GIPS et SATI. Après, j'ai des propositions de stage à Lyon, j'ai des propositions de stage à Toulouse. Voilà, les gens de tous les gens que je connais, quand j'ai des électriques, connaissent mon master. Quand ils ont un sujet de stage, ils me l'envoient. Voilà, que les laboratoires, c'est faisable de faire. Cette année, il y a plein de stages ailleurs, pas en région parisienne. On fait maintenant avec les moyens numériques, hein, et ces soutenances sont visio. On va venir des gens. Je ne sais pas quoi, on fait pas, pour une heure de soutenance. Plein de solutions. Message. Surtout, vous ne bridez pas. Hein. Après, ça pose des soucis de déménagement, ça pose des soucis de se loger, etc. C'est pas si facile.